Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec moi cet après-midi dans le ZCL Event culturel. Donc, comme tous les jeudis, on est ensemble pour 1h30 d'émission. C'est la dernière pause d'1h30. Vous savez, pendant le confinement, c'est vrai que nos horaires avaient un peu été modifiés pour effectivement les aléas de l'événement. Donc, on va reprendre, bien entendu, à partir de jeudi prochain, nos horaires habituels de 16h. Mais pour l'heure, comme chaque jeudi, avant d'entrer dans le sujet, le vif du sujet qui, je vous l'espère, vous intéressera, parce que ça a été un plaisir et une découverte, mais je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je fais mon petit coup de cœur, et ce coup de cœur, c'est un groupe qu'on avait eu plaisir à recevoir dans le ZCL Event culturel. On parlera de Wakanza. On fait déjà, bon nombre de nous fait partie déjà de la sphère, de l'atmosphère de ce pays au-delà de la Terre. Mais elle a fait une belle rencontre, justement, notre extraterrestre. Elle a fait une très belle rencontre avec une terrienne qu'on aime beaucoup, qui s'appelle justement Tania Saint-Val. Et la rencontre de ces deux personnes de mondes différents donne quelque chose de magnifique. Regardez, plaisir d'écouter, plaisir de yeux, vraiment réinventer. Le confinement a fait naître des génies. Regardez tout de suite. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ces deux belles voix, sincèrement. Wakanza, on te fait de gros bisous si tu nous regardes. On sait que tu nous as laissé une trace indélébile sur ce plateau. Et puis, effectivement, notre chanteuse internationale, Tania Saint-Val, qu'on aime à entendre, à écouter. Et bien entendu, ce projet... on aura l'occasion de contacter Greg lui pour nous raconter un peu cette aventure. Donc, ce ne sera pas dans ce ZCL d'aujourd'hui, mais je promets de rentrer en contact avec lui pour justement qu'il nous balade, parce qu'effectivement, c'était une très belle initiative. Alors, bien entendu,
le ZCL Event culturel ne se fera pas sans invité. Et aujourd'hui, vous avez un invité. Alors, l'invité du jour, c'est Jean-Luc Divial, pour les intimes Jolo. En beauté. On ne dérange pas la gueule. Alors, pour ceux qui suivent depuis des années le ZCL News, on te connaît. On connaît ton goût, on te connaît déjà par la musique. Oui, absolument. Après, en tant que chercheur, cette curiosité de savoir d'où provenait cette langue qu'on aime tant appeler notre langue maternelle. Oui, absolument. D'où le livre Roussicam. Et ça fait son bonhomme de chemin. À présent, nous avons l'école, très demandée. Tu es aussi conférencier parce que tu donnes aussi des conférences pour pouvoir éduquer notre peuple par rapport à la langue dite créole. On te suit aussi, pour ceux qui connaissent, sincèrement, c'est passionnant parce que Jean-Luc aussi fait du live, du Facebook Live, pour nous toujours à l'affût, nous expliquer, nous faire participer un peu à tes découvertes. Absolument. Et là, ça t'a donné envie d'écrire encore et encore. Je pense que la passion, tu es vacciné. On ne pourra plus te donner d'antidote. Terminé. Alors, tu nous sors un dernier ouvrage, Le secret de Bébé Doc, prophétie et prédiction. Sur la période des Antilles. C'est la période des Antilles. Et sincèrement, je vous le dis, ça se laisse lire. Ça se laisse boire même, ça se laisse manger, donc dit tout à dedans, bref, manger, toute vitesse. Ça veut dire que quand on commence à lire le livre, et je pense qu'au fur et à mesure de l'émission, on aura des appels des personnes qui sont très proches de nous, parce que je pense que tout le monde l'a lu en une nuit. Pour dire que ça a été très facile. Donc, pour les personnes qui nous regardent, qui nous disent, qui ne comprennent pas trop. Alors, il faut savoir que depuis 6 ans qu'existe ce ZCL News, on est accompagné par des chroniqueurs. Et ces chroniqueurs, effectivement, nous font tout au long de l'émission, tout au long du ZCL qu'on vous regardez le midi, nous font vivre leur passion, nous font vivre leur découverte. Et c'est vrai qu'on est, sans mentir, une quinzaine de chroniqueurs. Et cet après-midi, ces personnes vont venir à la rencontre de Jean-Luc par rapport à ce livre. Je peux même vous annoncer qu'il m'a fait découvrir un peu Haïti, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'Haïti, mais sans vraiment aller en profondeur. On entend surtout quand on parle de misère, quand ça fait la une. Bien sûr, bien sûr. Donc on y est. Mais c'est vrai que connaître l'histoire ancestrale de ce pays, ça va, en plus que c'est le premier pays où le peuple noir est indépendant. Il s'est battu pour cette liberté, et la garder surtout. Absolument. Donc, il faut surtout pas oublier. Et puis, ce contexte, j'en parle parce que c'est vrai qu'à la journée d'aujourd'hui, on entend ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. C'est vrai que beaucoup de gens, j'ai entendu des paroles pour dire que pourquoi aller s'occuper de ce qui se passe aux États-Unis alors que nous, on a aussi des problèmes. Mais c'est un problème sociétal. Et on ne peut pas ne pas en parler, surtout quand on parle d'épiderme. C'est vrai que, merci beaucoup Naïla, c'est vrai qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui pousse un auteur guadeloupéen à s'intéresser à Haïti, mais en fait, nous partageons quelque chose de fondamental qui est la pensée symbolique, et moi, je suis sur la piste de la pensée symbolique depuis le début de mon travail, et donc ces éléments qui concernent Haïti viennent renforcer, alimenter encore ces recherches et amener des preuves supplémentaires de l'authenticité des faits que nous avançons. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup de gens, il faudrait se limiter simplement à la Guadeloupe, mais je crois que, comme je le dis souvent, c'est laisser tomber des perles, des diamants, des pépites d'or, en ne se focalisant que sur notre petit environnement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait comprendre. Mais c'est surtout aussi, moi je tiens vraiment à préciser, c'est de dire que on sort tous d'un même continent. Absolument. On a été un petit peu dispatchés un petit peu dans la Caraïbe et sur la terre américaine, on va dire, parce qu'il n'y a pas que aux États-Unis, il y a au Canada, on le trouve aussi en Amérique du Sud, notamment au Brésil, et on a une filiale. On a une filiation qu'on ne peut pas nier. Oui.
On a une histoire, en plus on parle, je ne sais pas si tu me rejoins, mais on parle aussi de cette histoire dans l'ADN. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que nous savons bien que l'ADN est un marqueur indélébile de l'humain, de l'être humain, mais sa pensée symbolique aussi, sa vision du monde aussi. Et ce qui se passe à Haïti, c'est la confrontation entre deux visions du monde. Une vision du monde où l'homme n'est pas dans une dimension de respect, il peut être exploité parce qu'on est dans un registre de matérialisme et de possession, de prédation, et une autre vision du monde où tout homme est un homme et tout homme mérite respect. Et donc, Haïti se présente comme un phare puisqu'elle va donner le coup d'arrêt à un système esclavagiste. On peut dire que ça commence avec Haïti et ce n'est pas fini. Alors, pour contextualiser justement toute l'émission, effectivement, on va bien entendu parler de Baby Doc. Qui est Baby Doc? Qui est cet homme qui, aujourd'hui, on écrit sur lui parce qu'effectivement, il a été le président d'un grand pays. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Peu importe la façon dont il a gouverné, mais ça reste indélébile. Il a été ce président. Donc, on va faire justement avec un petit reportage justement d'une chaîne de télévision haïtienne sur la vie justement de Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier. Avril 71, Jean-Claude Duvalier devient président de la République de Haïti à la mort de son père, le docteur François Duvalier, alias Papa Doc. À 19 ans, le Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, est le plus jeune chef d'État au monde. Il parviendra à rétablir les relations du pays avec les États-Unis et la République dominicaine. Jean-Claude Duvalier détient un pouvoir absolu attribué par la Constitution. Il entame quelques réformes du régime politique de son père en libérant les prisonniers politiques et relâchant la censure sur la presse. Mais le régime reste autoritaire et l'opposition n'est pas tolérée. Cette situation ne durera pas cependant. Même si son mandat voit la reprise de l'aide internationale en faveur de Haïti, il durcira son régime et mènera une vie des plus extravagantes. Il se marie en mai 1980, un mariage pompeux qui coûtera aux caisses de l'État environ 2 millions de dollars américains. L'élite haïtienne et la communauté des affaires s'indignent, les organisations de défense des droits de l'homme entrent en scène. Il est tenu pour responsable de la mort de milliers d'opposants entre 1971 et 1985. À Haïti, il est accusé de détournement. Plus de 100 millions de dollars américains d'abus de pouvoir, de vol et de corruption. Qu'est-ce qui précipite sa chute? La peste porcine entraînera en 1978 un programme d'éradication, ce qui va jouer sur l'économie. En 1980, le tourisme chute, se développe la faim et la malnutrition. Duvalier tenta de répondre en baissant de 10% le prix des aliments de base, mais la rue de plus en plus se révolte. La répression s'accentue. Duvalier sera contraint par les États-Unis à quitter le pouvoir et son dernier discours avant sa chute fera date. Désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Le pouvoir sera remis le 7 février 1986 aux militaires et Duvalier quittera l'île. Ruiné à la suite de son divorce en 1993, Jean-Claude Duvalier rentrera chez lui, à Haïti. Il meurt à 63 ans d'une crise cardiaque. Il n'aura jamais été jugé pour ses crimes. Par respect pour ses victimes, Jean-Claude Duvalier n'aura pas de funérailles nationales. Alors, c'est vrai, là, maintenant, on a contextualisé, donc on sait maintenant qui est Bébé Doc. Et justement, tu as sorti un livre sur lui parce qu'il a justement rencontré des Ougans. Des Ougans. Ouais. Des Ougans, ouais. D'accord, des Ougans. Et ces Ougans, comme on dirait, alors, est-ce qu'on peut les qualifier comment on peut dire ça chez nous pour que les gens puissent bien comprendre? C'est pas des galettes affaires, c'est... Les qualifier de galettes affaires, c'est vraiment très réducteur. C'est ça, des sages. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Haïti a conservé son mode ancestral de gouvernance. Et sur le continent africain, même à l'époque des pharaons, le roi
à ses assistants, qu'on appelle par exemple aujourd'hui encore le Bokono, et qui, c'est un initié qui dicte, qui dit au roi, en fonction de ses décisions, des décisions qu'il s'apprêtera à prendre, quelles seraient les incidences de telle ou telle décision. Donc, c'est une véritable aide à la gouvernance. Par exemple, il faut savoir que le roi Béhanzin, on lui avait dit qu'il ne fallait pas, tant que sa mère était vivante, il ne fallait pas qu'il monte sur le trône. Parce que s'il montait sur le trône avant le décès de sa maman, eh bien, il serait déporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déporté. Il a été déporté en Martinique. Et ensuite, après maintes recours qu'il a fait pour réclamer de rentrer chez lui au Bénin, enfin le royaume de Dahomey, eh bien, il a été transféré en Algérie et il est mort en Algérie. Voilà. Et donc ceci, c'est en fait une préservation de la tradition spirituelle ancestrale des Africains. D'accord. Voilà. Donc je sais quand j'ai fait mes recherches qu'il y a ce mélange de tradition effectivement africaine et en même temps amérindien. Oui, enfin, on en parle en Haïti, mais comment j'analyse, je ne vois pas autant de traces d'amérindiennes que cela. Voilà. Parce qu'il faut comparer quand même avec ce qui se fait sur le continent. Il faut savoir que les Ougans, sur le continent, appartiennent à une confrérie. Ce sont eux qui ont unifié la Haute et la Basse Égypte. C'est la confrérie des chasseurs de léopards, c'est la confrérie des hommes panthères. On les appelle aussi comme ça. Et c'est eux qui sont en charge de tous les rituels d'intronisation. C'est eux aussi qui sont en charge des rituels funéraires. C'est eux qui gèrent le calendrier des fêtes dans le pays. Et ces confréries existent encore. Voilà. Alors justement, donc Bébé Doc a consulté ses Ougans et de cette consultation résultent effectivement des prédictions et des prophéties. Mais avant de continuer, avant d'entrer, on va effectivement avoir au téléphone Martine. Oui. Martine Fazer, qui elle aussi a lu le livre et qui voudrait justement te faire part de son sentiment, de ce qu'elle a reçu, surtout les questions qu'elle aura à te poser. Martine, bonsoir. Bonsoir Naïla, merci de ton invitation et salut à Jean-Luc Vivial qui ne cesse de nous interroger et de nous questionner sur ses capacités historiques et qui vont bien au-delà. C'est vrai. Merci, bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Luc. Alors, quand tu as lu le livre, Martine, justement, quand tu t'arrives au premier chapitre, qu'est-ce que cela quel message que tu ressens dans ce que tu as pu lire, les quelques lignes? Alors oui, effectivement, comme je te le disais, je n'ai pas encore pu tout dévorer, je l'aurais aimé, mais une chose est certaine, c'est que au premier abord, déjà le titre m'interpellait, ça c'est sûr. C'était déjà une démarche qui imposait à moi cette lecture, donc très vite j'ai commandé le livre, Le secret de Bébé Doc, que tu te dis, tout le monde connaît, ou en tout cas se souvient, cette gouvernance en Haïti, on va dire mortifère, délétère à tout point de vue, parce que c'était quand même terrible ce qui s'y passait, cette période et cette époque. Alors déjà, cela m'intéressait au plus haut point de savoir ce que contenait ce livre. Lorsque, comme tout bon lecteur, j'ai lu l'arrière de couverture, où déjà on mis sur la piste d'envol avec les premiers mots qui permettent à ce journaliste qui parle de te guider déjà vers ce qui va construire cette histoire, ce vers lequel il va t'emmener. Et déjà, ce qui t'interpelle, c'est le côté mystique des premiers propos de l'ouvrage sur cette quatrième de couverture. Alors bien évidemment, ce matin, pendant que je buvais mon café, je me suis dit non, il faut que je commence par lire tout cela. Et comme j'avais beaucoup de choses qui étaient prévues, je n'ai pas pu continuer. Mais en quelques instants, j'ai dévoré le premier chapitre. Et alors là, on est déjà happé. Alors je le dis pour les autres lecteurs, hein, on est happé. Alors préparez-vous, parce que si vous êtes un lecteur, si vous aimez lire, si vous commencez à lire cet ouvrage, mettez tant temps, hein, parce que votre prépa était comme ça. Non, là, c'est obligé à rester. Mais franchement, c'est assez déstabilisant de s'arrêter. Qu'ai-je lu dans ce premier chapitre? D'abord, c'est un jeune homme qui nous parle, et on apprend qu'il est journaliste, et il nous plonge tout de suite
dans quelque chose qui ne peut que nous interpeller parce que ça nous renvoie aussi à notre propre histoire, même si elle est, on va dire, moins calibrée par rapport aux Ougans dont vous parliez et les Gadets de la fête qui sont en Guadeloupe. C'est beaucoup plus réducteur pour nous, certes, mais ça nous interpelle immédiatement parce qu'on y retrouve là quand même une certaine, on va dire, cousinade, voilà, quelque chose de proche que nous connaissons. Mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin puisqu'on n'en parle pas tout de suite en mots clairs. On apprend qu'on a révélé à ce monsieur, à ce Duvalier, on va lui révéler des choses, des esprits. J'ai entendu Jean-Luc dire tout à l'heure que c'était, enfin, qu'on pouvait les qualifier de sages, mais ce sont des esprits quand même qui sont là, qui guident la gouvernance et qui te donnent des recommandations et des prophéties qu'il faudrait suivre. Et ces prophéties, si tu ne les suis pas, eh bien, il peut t'en coûter beaucoup. Je ne peux pas dévoiler, c'est ça. Dévoiler tout le reste, mais ces prédictions et prophéties, je considère dans ce que j'ai lu, qu'à la fois ça t'interroge, mais c'est étonnant et ça fait frémir aussi. Parce que tu veuilles y croire ou pas, que tu sois un naïf, que tu sois un catholique, un chrétien, et on sait très bien que des catholiques ou des fervents chrétiens peuvent associer, c'est le cas en Haïti, mais en Guadeloupe aussi, peuvent associer deux religions ou deux philosophies, allons-nous dire, qui cohabitent. Et là, tu te dis, ces prophéties, j'ai lu quelques pages à l'intérieur encore, j'étais trop curieuse. Et tu te dis, dans ce qu'on a annoncé à ce président, ex-président à vie, à un moment, mais à ce président à vie, ce qu'on lui a annoncé, il ne fallait pas le dévoiler. Ouais. Il fallait laisser les choses s'accomplir. Et toi qui le lis des années après l'histoire, tu sais que certaines de ces prophéties se sont accomplies ou sont en train de s'accomplir. Et c'est là où ça fait frémir. Parce que c'est impalpable. On te dévoile, qui t'entoure, parce que tu te dis c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. C'est impalpable, moi, me fait frémir. Et en même temps, on a envie de savoir. Alors comment, et c'est la question que je me pose, comment me serais-je comportée si un jour on me dévoilait des secrets en me disant tu as une connaissance entre les mains qui est redoutable, mais tu n'as pas le droit de le dévoiler. Donc tu dois lutter avec toi-même pour ne pas dire ce qui est ou ce qu'on t'a confié, au risque d'y perdre ta vie. Et en même temps, tu te dis que peut-être que ça pourrait sauver des vies. Mais c'est terrible comme charge. Donc, justement, Martine, Jean-Luc va te répondre. Jean-Luc va te répondre à ton intervention parce que c'est lui qui a fait ses recherches. Il a énormément parlé avec les personnes autour. Donc, écoute sa réponse. Comment on fait pour tenir des secrets pareils sans les dévoiler? Mais il va te dire justement. Voilà, ben c'est une question, une véritable question. Et puis la deuxième question, il n'y en aurait que deux, c'est ça. La deuxième question, c'est passionnant, c'est certain. Mais combien de temps lui a-t-il fallu pour recouper toute cette histoire véridique? Combien de temps lui a-t-il fallu pour mettre tout ça, on va dire, en harmonie et le romancer? Ben, va te répondre, on te remercie de ton appel et puis si tu regardes de la télé, écoute la réponse dans le téléviseur et effectivement Jean-Luc va te répondre. Ça marche, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci Martine, merci pour ta question. Alors, je vais rappeler un peu le contexte. 1985 est une année assez terrible. Elle se termine vraiment dans une pagaille, une agitation terrible à partir du mois de novembre en Haïti. Et donc, on sent bien que le pouvoir est en train de vaciller. Et donc, la question que Duvalier se pose, c'est comment faire pour conserver le pouvoir. Donc, il va d'abord consulter les forces vives, donc le monde économique, donc la chambre de commerce, les chefs d'entreprise. Ensuite, dans une autre réunion, il va rencontrer la conférence épiscopale des évêques, donc l'Église catholique, les représentants de l'Église catholique. Le jour suivant, il reçoit la conférence des pasteurs protestants. Et un de ses proches lui dit, mais vous savez, la force spirituelle du pays, c'est quand même le vaudou. Il serait bien quand même que vous les rencontriez. Ce serait une faute politique de ne pas les rencontrer. Lui n'est pas tellement dans ses aspects, donc il ne se voit pas trop les rencontrer. Mais de guerre là, il finit par accepter en se disant, bon, ils vont me faire une petite séance classique, comme tous les voyants le font, et puis après, ils vont me faire quelques rituels, ça va calmer tout le monde et je vais garder le pouvoir.
Et ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est cueilli à froid parce qu'on lui dit non, non, maintenant vous partez, dans 21 jours vous n'êtes pas là, et si vous persistez à rester un jour de plus, vous êtes mort. Bon, on va rester sur ça. Alors, on va prendre la pause publicitaire parce que c'est vraiment très intéressant parce que là on commence à rentrer dans le vif du sujet et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir justement ce qui a été dévoilé, ce qui a été dit à Duvalier quand il a consulté justement ce peuple vaudou. Il est 16h01, donc vous êtes dans le ZCL Event culturel de ce jeudi 4 juin. On reçoit sur le plateau Jean-Luc Divial Hamlet Didjolo, Le secret de Bébé Doc, son dernier ouvrage paru il y a quelques semaines, sur les prédictions et prophéties sur les perles des Antilles. Secret de Bébé Doc, c'est un roman. Alors, avant la coupure, il nous expliquait justement qu'en 1985, Haïti était en ébullition et que, justement, après avoir consulté l'Église catholique, l'Église protestante, il a finalement fini par aller vers rencontrer les Ougans. Et qu'on qualifierait même de demi-dieux, parce que comme on a expliqué au départ pour ceux qui n'étaient pas là, c'est eux qui effectivement sont plus que des sages qui, dans l'Afrique, l'Égypte antique, aidaient à prendre des décisions ou bien au moins aiguillaient sur les conséquences que pouvait avoir une décision sur le pays. Oui. Donc, pour répondre à Martine rapidement. Alors, cette réunion en question a eu lieu le 16 janvier 1986 et ils étaient 8. Et le doyen de tous, c'était Cléophate Pierre à l'époque, qui avait 87 ans. Et cette réunion a eu lieu. Donc, il y a un jeune journaliste qui avait 20 ans à l'époque et qui a eu vent de cette rencontre était en train de se dérouler. Et il a sauté sur l'occasion et s'est précipité au Palais National. La réunion était en train de se dérouler. Et ensuite, l'ambassadeur, M. Théo Duval, lui a dit « Je ne peux pas vous laisser rentrer, c'est une réunion à huis clos, mais par contre, si vous patientez demain, je vous dirai ce qui s'est dit. Parce qu'ils viennent de donner un certain nombre de prophéties. » Lui-même, il était vraiment sonné. Oui. Et donc, moi, en 1995, j'ai connaissance à travers un article qui a été publié dans la presse en Haïti, j'ai vent de cette réunion, des éléments de cette réunion. Et donc, je vais rentrer en contact avec ce journaliste et lui demander l'autorisation d'exploiter ces éléments parce que pour moi, je vois toute la trame d'une pièce de théâtre. Et je me dis, je vais en faire une pièce de théâtre. Seulement, voilà, il y a des prédictions qui ont été faites et avec une éminence, parce qu'une imminence il y a une échéance qui concerne la Caraïbe et qui concerne Haïti pour 2020, septembre 2020, je me suis dit, non, il faut trouver une autre façon de faire, puisque avec l'histoire du confinement, tout ça, ça complique les choses. Mais il ne suffit pas d'avoir ces prédictions, il faut saisir le contexte. Donc, bien évidemment, on va fouiller dans les archives, on va voir l'histoire d'Haïti à travers ses présidents, on va voir ce que c'est qu'un concordat, on va voir aussi et s'apercevoir Haïti, c'est un peuple de peintres, comme avait dit Césaire, mais c'est aussi un peuple de prophètes, parce qu'il y avait plusieurs prédictions qui couraient depuis les années 60 sur le destin de la famille Duvalier et aussi le destin d'Haïti. Alors, il faut savoir que cette prophétie a été confiée à Jean-Claude Duvalier le 16 janvier 1986. Voilà. Donc là, il avait une trentaine d'années. 36 ans. Il avait 36 ans à l'époque. Et les 7 personnes, ils étaient 7, ils étaient au nombre de 7. Ils étaient 8 qui étaient venus lui faire les prédictions. C'est vrai que dans la conversation, tu as parlé de Théo Duval. C'est qui c'était ce monsieur? Alors Théo Duval, c'était un mulâtre qui était diplomate. Il était en charge de l'Office du tourisme. Et en fait, c'était l'ambassadeur d'Haïti en Hollande. Donc il avait contact avec les Européens.
Et chaque année, il emmenait des Européens découvrir les réalités du pays. En fait, bon, ceux pour qui avaient certaines difficultés, il les emmenait démêler leurs affaires auprès de certains Ougans et Mambo qui figuraient dans son carnet d'adresses. Ouais. Et donc, lui-même, il était bouddhiste, mais le bouddhisme lui a amené à une meilleure compréhension du vaudou. Et donc, il avait un profond respect pour ces grands initiés. On ne peut pas les appeler véritablement des demi-dieux, mais ce sont des grands initiés et pour la plupart, ce sont des personnes qui vivent en retrait du monde. Certains habitent même, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui habitent dans les grottes. Il y a de magnifiques grottes en Haïti. Et ce sont des gens qui sont dans une dynamique spirituelle et ça pose un nouveau regard sur le vaudou parce qu'on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ont un vrai respect de la vie. Et en fait, tout ce que Haïti a cherché à faire, c'est de respecter ces traditions dès l'avènement de Jean-Jacques Dessalines. Et Dessalines ne crée pas une république, il crée un empire. Mais ça correspond pile poil avec le mode ancestral de l'Afrique. Voyez-vous? Et donc, en réalité, il y a tout un combat qui s'est amené parce que la France n'a jamais digéré d'avoir perdu face aux Haïtiens. Les Américains non plus, n'ont pas accepté. Et donc, il y a le meilleur moyen de combattre, l'arme la plus redoutable, c'est la religion. Donc, on va saper le moral des Haïtiens, les amener à se détester eux-mêmes, à rejeter leur propre culture. Et aussi, ils vont prendre en charge l'éducation des enfants. Donc, dès leur plus jeune âge, il va y avoir un travail de déconstruction et qui va conduire à cette diabolisation à laquelle on assiste des traditions fondamentales des Africains. Et Haïti déguste véritablement parce que c'est là où vraiment la puissance de la spiritualité africaine à travers le vaudou s'est manifestée en tant qu'arme qui a servi à vaincre une armée, l'armée la plus puissante du monde à l'époque, l'armée napoléonienne. Alors justement, on a une deuxième personne qui voudrait s'adresser à toi. Oui. C'est Dominique Vénéré. Ah, très bien, Dominique. Donc, bonsoir Dominique. Allô? Dominique? Bonsoir. Oui, bonsoir Dominique. Alors Jean-Luc est sur mon plateau, il t'écoute, il t'entend. Donc apparemment, tu as beaucoup apprécié son ouvrage. Donc il attend, il écoute ce que tu as à lui dire. Dominique? Oui. Par contre, il faut pas que tu écoutes la télé en même temps parce que tu vas avoir un écart un retour. C'est ce que je viens de constater, effectivement. D'accord. Donc je sors devant la télé. Oui, alors très rapidement, moi j'ai discuté avec Jean-Luc un petit peu ce matin puisque j'ai fini le livre très tôt ce matin au petit-déj. J'ai commencé hier soir et j'ai fini ce matin. Et donc je lui disais que c'est vrai que j'avais dévoré son bouquin qui est historiquement nous apprend beaucoup de choses puisque les années dans lesquelles ça s'est passé, Jean-Luc et moi on a le même âge. En tout cas moi je me suis pas forcément intéressée à cette histoire. On n'avait pas l'âge pour ça peut-être. Et puis on ne s'intéressait pas forcément non plus à cet âge à la politique étrangère. Il est clair que les choses ont changé aujourd'hui et puis qu'on est quand même beaucoup plus proche de ce qui se passe à Haïti. Donc, historiquement, il m'a resitué effectivement beaucoup de choses que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vraiment intéressant de voir un peu la construction de ce pays depuis son indépendance, en fait. Alors, comme je lui disais, moi, je ne suis pas une croyante, vaudou, religion, etc. On est, pour pas mal de gens aujourd'hui, quand je discute, on est souvent entraînés dans des religions ou autres, parce qu'on y a été instauré depuis notre naissance, parce qu'on est dans un pays où la domination est catholique, bien entendu. Mais moi, j'aime bien, je suis un peu comme saint Thomas, quoi. Tant que j'ai pas vu, j'ai un peu de mal à croire, et je prends beaucoup de recul par rapport aux choses qu'on m'a dites. Je voulais savoir, au niveau de la construction du livre de Jean-Luc, en tout cas, ce qu'il en a, lui, retiré par rapport aux échanges qu'il a eus à l'époque, avec ces personnes, c'est est-ce que, parce qu'on regarde les dates et qu'on est dans un système de croyance, alors forcément, on trouve un lien de cause à effet, ou est-ce que c'est l'inverse, en fait? Voilà. À quel moment on se dit,
Non, je pense qu'effectivement, il y a un lien. Donc, c'est pas un hasard. Ça s'est passé comme ça parce que les chiffres disent, est-ce qu'on crée ça ou est-ce qu'on peut aller à l'encontre de ça comme quelqu'un qui n'est pas forcément haïtien, voilà, et qui n'est pas dans la croyance vaudou. Alors, est-ce que j'ai été claire? Oui, il te répond. Alors, tu veux savoir, est-ce que, si je reformule, est-ce que c'est quelque chose qui nous échappe à tous, peu importe nos convictions, qui s'appliquent, et on est forcé de reconnaître, ou est-ce qu'il faut vraiment être dans cette dynamique-là pour pouvoir y voir une certaine... Pour y voir de cette façon-là, voilà. Absolument. C'est exactement ça, tu vois, c'est toi l'écrivain. Hein. Bon, je crois qu'en réalité, ça s'impose à tout le monde, en fait, parce que nous avons une façon de percevoir les choses sous le prisme de, bon, voilà, c'est ce qu'on nous a appris, hein, que c'était des superstitions, de la sorcellerie, ceci, cela. Je crois que c'est un niveau de réflexion scientifique aussi, qui s'aborde avec des outils que nous ne maîtrisons pas forcément et qui ne se transmettent que par initiation et qui font qu'on a du mal à lire. Mais par contre, quand on se plonge dans l'histoire, quand on se plonge, parce que ça a été le travail de ce journaliste, de se plonger dans l'histoire d'Haïti, de voir un peu, parce que en fait, tous les présidents qui sont annoncés, parce qu'on va annoncer à Duvalier qui c'est qui va gouverner après lui, mais les choses sont codées. Et on s'aperçoit en fait qu'on lui dit que les présidents qui ont dirigé Haïti au 19e siècle vont revenir au pouvoir. Et d'ailleurs, on lui dit, mais juste après vous, là, il y a Henri Christophe qui arrive. Mais en fait, ceci se vérifie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un double phénomène. C'est un phénomène d'incarnation et un phénomène aussi de réincarnation. Je m'explique. Parce qu'on s'aperçoit en fait que tous ces présidents qui sont annoncés, en fait, ceux qui arrivent au pouvoir sont souvent des descendants directs de ces anciens présidents. Par exemple, on va lui dire que... comment il s'appelle? Alors, Saint-Fort de Pradines, qui était le directeur de cabinet du président Pétion et qui avait pour assistant un certain Michel Vieux. Ils reviendront tous les deux au pouvoir. Donc c'est pas une simple réincarnation, mais ils vont reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on va lui dire que cette fois-ci, Saint-Fort de Pradines sera président, il aura pour Premier ministre Michel Vieux, et ils vont commettre la même erreur qu'ils avaient commise sous Pétion. Eh bien, on s'aperçoit en fait on lui dit que Saint-Fort de Pradines reviendra sous les traits d'un danseur de carnaval. Et on s'aperçoit en fait que Michel Martelly en fait a pour arrière-grand-père Saint-Fort de Pradines. Et le plus extraordinaire, c'est que son premier ministre, il se choisit Laurent Lamotte comme premier ministre, et Laurent Lamotte, c'est un descendant de ce Michel Vieux. Donc, et ils commettent la même erreur parce qu'ils avaient dansé au Pont-Rouge, lieu où a été assassiné le père de la nation haïtienne, le Jean-Jacques Dessalines, et ils feront à la même époque, sous leur gouvernance, Michel Martelly va organiser la célébration de la vie. Au lieu de célébrer la mort de l'empereur, il va célébrer la vie. Il va faire venir sur un ancien aéroport un certain nombre de groupes qui vont jouer et tout. Et pour conséquence, comme une erreur. Voilà, la conséquence directe, c'est que peu de temps après, le gouvernement de Laurent Lamotte tombe. Ouais. Voilà, et qu'il faut changer de Premier ministre. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qu'on peut mesurer. On peut le mesurer. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, en fait. Mais alors, justement, parce que, bon, moi ce que tu me dis, c'est... pour les gens qui le liront, effectivement, c'est comme ça que c'est raconté. Mais est-ce que finalement, quand on appartient déjà à ce cercle-là, est-ce que pour la descendance, il n'y a pas plus de chances de continuer à appartenir à ce cercle-là, voire même à reproduire des erreurs, si tant est qu'elles sont considérées comme des erreurs pour certains, mais pas pour d'autres? Et en fait, l'histoire, la vie, c'est simplement un recommencement. Alors, effectivement... Est-ce pour autant quelque chose de mystique? Est-ce pour autant quelque chose
d'incompréhensible. Est-ce que ce n'est pas tout simplement des facultés que nous n'avons pas encore développées au niveau du cerveau qui font qu'on préfère s'atteler à dire que les chiffres disent ou que le mysticisme dit, etc. Là, je me fais l'avocat du diable, hein, t'as bien compris. Oui, mais il faut savoir quand même qu'ils n'ont pas prédit, ils n'ont pas donné que des prédictions concernant les futurs gouvernants d'Haïti. Par exemple, ils lui disent que les 2 premières années après votre mort, eh bien, il y aura une grosse agitation, vraiment le sang va couler. Et 24 ans après votre départ, il y aura un tremblement de terre qui fera 300 000 morts. Il donne de façon très précise, parce qu'ils entrent en numérologie avec lui, et il lui donne de façon précise la date à laquelle va avoir le tremblement de terre, et ils lui disent aussi de façon précise le nombre de morts. Donc, ça veut dire que c'est des connaissances qui ne sont pas forcément enseignés à monsieur tout le monde et dont il disposait, de ces personnes qui avaient un haut niveau d'initiation dans la tradition ancestrale africaine vaudou et qui l'ont appliqué et qui leur ont permis de faire ce type de prédiction de façon précise. Voilà. Et nous, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, nous ne pouvons que relever les éléments et les comparer. C'est tout ce qui nous est permis de faire, voilà. Oui, donc aujourd'hui, nous devons être initiés. Il serait souhaitable de revenir au modèle d'éducation ancestrale qui passe effectivement par l'initiation et où chacun sait quelle mission il est venu accomplir sur Terre et donc organise sa vie en fonction de cette mission qu'il a à accomplir et il sait aussi quels sont ses interdits. Voilà, et c'est ça. Les Égyptiens pratiquaient ce qu'on appelle le Fa. C'est encore pratiqué aujourd'hui en Afrique, par exemple au Bénin, au Nigeria. On le voit très bien expliqué dans le film de Werner Herzog qui est sorti en 1986, qui s'appelle Cobra Verde, où pour toutes ces décisions, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait une forme de géomancie et qui dit, voilà, il s'adresse à l'étranger et lui dit voilà quelles sont vos intentions, voilà ce que le roi va faire, voilà quelle est la situation du pays. Et tout de suite, ils le capturent, ils s'en vont avec lui. Donc, c'est un film à revoir d'ailleurs pour ces aspects qui rappellent beaucoup de choses. Mais en fait, pour nous aujourd'hui, nous nous comportons exactement comme ce mécanicien qui arrive avec des outils de mécanique, encore que je respecte ce métier, et qui aurait la prétention de faire un gâteau. Non, chaque outil, chaque domaine amène ses outils. Et aujourd'hui, nous regardons le monde parfois peut-être avec des outils qui ne sont pas adaptés. Absolument. Il nous faut définir des outils et peut-être qu'on s'apercevra que cela relève d'un niveau scientifique assez relevé que nous ne maîtrisons pas encore, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Par exemple, si dans les années 60, enfin pas 60, je vais dire dans les années 40, on avait dit à nos parents qu'il suffirait d'avoir un petit boîtier noir pour éteindre ou allumer une télévision, ils auraient dit que c'est de la magie ou de la sorcellerie. Or, c'est de la pure science. Hérétique. Voilà. Merci Dominique pour cet appel. Voilà. En tout cas, merci. Il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui ont bien compris dans le livre, c'est vrai qu'il y a un chapitre où c'est pour ça qu'on vient à parler effectivement des successions, ce qui ont précédé, on parle de Dessalines, on parle de tout ça, parce qu'à un moment dans les Ougans, on parle des morts qui vont prendre le pouvoir. Donc c'est vrai qu'on va remonter, c'est vrai qu'on remonte le temps, donc je vois qu'on va essayer de passer les images pour montrer déjà le père fondateur. Oui. Alors, le père fondateur qui est Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines qui avait créé, c'est pas lui en tout cas, lui c'est Lysius Salomon Jeune, ici c'est le président Geffrard. Nous avons un inculte. nous allons. Alors, on peut rester sur l'image du président Geffrard. Lui, en 1860, c'est lui qui signe les droits avec le Vatican, le concordat qui permettra désormais à Haïti de décider de qui va gouverner. Donc, il faut savoir quand même qu'une fois que Haïti devient indépendante, eh bien, elle se retrouve confrontée
aux pressions et aux blocus et à une forme d'embargo exercée par les Américains et par les Européens, notamment les Français et les Anglais. Donc, la seule voie de salut qu'ils ont pu trouver, c'est de se rapprocher du Vatican. Alors ici, par exemple, vous avez Toussaint Louverture, qui est l'un des grands héros de la Révolution, un des pères fondateurs d'Haïti, même s'il n'a jamais eu l'occasion de gouverner, puisqu'il sera arrêté, capturé et déporté en France. Il mourra dans le Jura, au fort de Joux. Voilà. Mais c'est un très grand combattant, on dira Toussaint Bréda même. Il porte plusieurs noms, mais on dit Toussaint Bréda. Donc, on peut voir l'image suivante. Oui. Là, c'est Dessalines. Ici, c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est le père de la nation. C'est lui, il faut comprendre ce qui se passe, ce qui arrive à Haïti. Lui, on peut considérer que c'est l'un des premiers panafricains. Pourquoi je le dis? Il écrit au président Jefferson, le président américain, en lui disant, bon, nous sommes prêts à vous acheter tous les Noirs qui sont aux États-Unis pour leur offrir une patrie libre qui sera Haïti. On vous paiera, mais vous nous les envoyez. Et là, Jefferson, il se dit, mais si nous n'avons plus de bras pour faire tourner le pays est mort. Donc ce monsieur, c'est un dangereux. Et donc, autant les Anglais, les Américains et les Français se faisaient la guerre, mais sur cette question-là, ils s'entendent. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un complot qui est monté, et sous la gouvernance sous l'influence de Pétion, il y a un complot qui est monté, et Jean-Jacques Dessalines, père de la nation, sera assassiné au Pont Rouge. Voilà. Et il y a justement un général qui arrive d'une autre région très éloignée du pays, qui s'appelle Yayou. Et ce général, qui est aussi un Ougan, va lui passer l'épée au travers du corps à 3 reprises en disant oui, dire qu'il y a encore 15 minutes, c'est celui-là qui faisait la pluie et le beau temps en Haïti. Voilà. Et donc, il faut comprendre aussi que Haïti a été vu comme une menace pour le système esclavagiste et pour l'Europe. Et dès cet instant, ils ont commencé à la combattre. Ils ont cherché à la combattre militairement, administrativement, mais le problème, c'est que Haïti avait pris son indépendance militaire et administrative. Donc, ils vont passer par une autre voie qui est la voie de l'Église, de l'évangélisation. Et par ce biais-là, il va y avoir une entreprise, on peut qualifier de satanique ou démoniaque, de déconstruire, on va dire chez nous, démouner les Haïtiens, démouner l'Haïtien pour qu'il ait honte, qu'il ait un rejet de ce qu'il constitue, de sa tradition. On peut passer à l'image suivante. Oui. Alors, cette image, c'est le président Lysius Salomon Jeune. Alors, il faut savoir qu'à cette période où il gouverne, c'est aux alentours des années 1888 par là, il va avoir maille à partir avec un autre François Denis Légitime, qu'on appellera le général d'Avril. À cette époque-là, Haïti est très florissante. Très florissante. On n'a pas idée. C'est peut-être l'un des pays où, avec la monnaie la plus forte. D'accord ? Plus de 50 000 Guadeloupéens, Martiniquais et Noirs américains vont fuir leur pays pour venir travailler en Haïti et vont s'y établir. À l'époque, une gourde haïtienne vaut $50. Ah ouais. Une gourde haïtienne vaut $50. Bien évidemment, ça ne va pas durer parce qu'en 1915, Haïti sera envahi et la réserve d'or de la Banque nationale d'Haïti sera volée. Voilà. Image suivante. Alors voilà, François Denis Légitime, c'est celui qu'on appelle le général d'Avril, puisqu'il faut savoir que le corps professionnel le mieux représenté au niveau de la présidence en Haïti, ce sont les généraux. La majeure partie d'entre eux, ce sont des généraux et qui deviennent présidents de la République et parfois se font aussi nommer président à vie. Donc lui, il a deux périodes de
de gouvernance, c'est-à-dire qu'il va faire déjà un mouvement insurrectionnel, on va l'appeler pour cela le général d'avril, parce que cela aura lieu à cette période-là. Ça va être de courte durée, à peu près 3 mois, et ensuite il va y avoir 2 ou 3 ans où il va rester au pouvoir, et ensuite on n'entendra plus parler de lui. Voilà. Donc, et lui, il est dit qu'il reviendra. Mais il y a... Alors lui, il a le fait d'armes qu'il a initié en Haïti, c'était en 1888, 100 ans après, 1989, eh bien, il y a un autre général, enfin, Prosper Avril, un colonel, qui prend le pouvoir, mais ça ne dure pas. 3 mois après, il n'est plus là. Voilà. Image suivante. Alors ici, vous avez un président qui est très très important, c'est le 4e gouvernant d'Haïti qui s'appelle Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, c'est lui qui va mettre fin à beaucoup de choses. Il va veiller jalousement sur l'indépendance d'Haïti, tant militaire qu'administrative, mais que spirituelle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le pape envoie son nonce apostolique. Et ce nonce apostolique, qui s'appelle Michel de Glory, Monseigneur Michel de Glory, va essayer sous couvert de venir réorganiser l'Église catholique en Haïti. Eh bien, il va donner des prêches où il va dire aux gens, nous demandons aux anciens esclaves de retourner chez leurs maîtres. Et quand Jean-Pierre Boyer entend cela, eh bien, il surveille secrètement tout cela, et puis un jour, il envoie l'armée, on capture tout ce beau monde, ils sont battus et remis sur un bateau. Et quand ils sont mis sur le bateau, quand on lui donne l'information comme quoi le bateau a vraiment pris la mer, quand il arrive au large, il dit « canonnez-moi ça ». Voilà. Carrément. Voilà. Après, alors... La France qui ne s'avoue pas vaincue, parce qu'il faut savoir que Monseigneur de Glory, c'était un agent secret de Charles X, qui était le roi de France. Donc, ils ont cherché par une image qui était hors de tout soupçon, en l'occurrence un nonce apostolique, pour pouvoir réinstaurer un certain nombre de choses et tenter de reprendre la main sur Haïti. Et en tout cas, le président Boyer va régler cette question-là. Et ensuite... reste le problème des loges maçonniques, parce qu'en fait, les colons, ce sont des Français qui sont le plus souvent affiliés au Grand Orient de France. Mais, bon, certains Haïtiens ont déjà commencé aussi à être initiés dans... Oui, bien sûr. Et donc... il avant qu'un jour, dans les loges, ils ont reçu un message disant vous êtes indépendant administrativement, vous êtes indépendant militairement, mais spirituellement, n'oubliez pas que vous êtes toujours dépendant du Grand Orient de France. Et lui, il va dire casse-code. C'est-à-dire que en 1822, il va déclarer la fondation du Grand Orient d'Haïti. Et donc, les loges maçonniques haïtiennes vont affirmer aussi leur indépendance. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'esprit maçonnique, en tout cas à cette époque, mais il y a la volonté de manifester cette indépendance d'Haïti dans tous ces Donc la première religion devient le vaudou. Alors le vaudou est bien évidemment bien présent, puisqu'il faut savoir par exemple que la femme de Jean-Jacques Dessalines, c'était une grande mambo, d'accord, celle d'Henri Christophe aussi, d'ailleurs je crois que c'est la même. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces présidents, à un certain moment, étaient eux-mêmes des initiés ou avaient des épouses ou dans leur entourage des personnes qui étaient... Donc, à ce moment-là, quand Jean-Jacques Dessalines crée la Constitution impériale, c'est peut-être la plus avant-gardiste qui existe, parce que la question de la religion est laissée à la liberté de chacun. Il n'y a pas il n'y a pas de religion d'État. Les gens sont libres. Et c'est après, quand ils vont faire la constitution républicaine sous Pétion, que les choses vont changer. Et Pétion va déclarer que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Voilà. Mais donc, ce que Jean-Pierre Boyer a fait est extraordinaire. Et c'était aussi un visionnaire, quelqu'un qui avait vu loin pour son pays. Malheureusement, il sera renversé et il finira ses jours en France. Voilà.
Alors ici, c'est Dumarsais estimé, c'est celui qui a repéré François Duvalier. C'est peut-être le président le plus visionnaire qu'Haïti ait connu. Il avait vu une organisation, on peut le comparer à Félix Proto pour la Guadeloupe. Ouais. Il avait une vision de l'organisation du territoire qui est extraordinaire et des choses qui n'ont jusqu'à maintenant pas été mises en œuvre. Mais c'est lui aussi qui alors on dit que c'est un noiriste. Pourquoi? Il faut savoir que pendant longtemps, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'Église, eh bien, les prêtres n'étaient pas ordonnés, les Noirs n'étaient pas ordonnés. Ici aussi, on a connu ça, on disait qu'il ne faut pas ordonner les Noirs parce qu'ils ont le sang chaud, ça va être une catastrophe. Mais Haïti, c'était pareil. Et il n'y a pas d'évêque noirs, il n'y a pas de prêtres. Donc ils sont, même quand ils sont à l'intérieur de cette... de l'Église, mais ils sont relégués sur les bancs du fond. Et donc c'est avec Dumarsais estimé, avec d'autres aussi, que va commencer à s'inverser les choses et que justement on va commencer à voir apparaître des prêtres noirs en Haïti, des évêques noirs en Haïti, voilà. Et Dumarsais estimé aussi, tout visionnaire qu'il était, il se sera fait aussi des ennemis et il va être renversé par Louis Magloire. Louis Magloire, lui, qui est un général et qui va vouloir prendre le pouvoir. Ensuite, quand Duvalier arrive, lui, il va fuir aux États-Unis. Et à la mort de Papa Doc, il va vouloir revenir. Mais bon, quand on... voilà. Ouais, on a été. On ne revient pas. Mais justement, à la suite de Papa Doc, il faut savoir... alors, juste pour terminer, ici, nous avons une photo du président Giffrard. Le président Giffrard, c'est sous sa présidence que sera signé en 1860 le Concordat, les lois concordataires auxquelles Duvalier va renoncer. Et ce qui lui sera reproché parce qu'en fait, c'est comme si on avait jugulé la liberté d'Haïti et alors qu'ils ne sont pas des catholiques, eh bien ce sont les lois, ceux qui gouvernent et ceux qui président au destin d'Haïti réellement vont lui faire le reproche d'avoir renoncé aux droits concordataires. Voilà. Tout à fait. Alors c'est vrai que toutes ces personnes effectivement sont enterrées dans un lieu parce que je pense que Bébé Doc a fait quelque chose d'impardonnable parce qu'on lui reprochait d'avoir dérangé les esprits pour pouvoir le mettre dans son château. Oui, c'est-à-dire que c'est une vraie interrogation pour nous. Il est de tradition de dire que la dernière volonté d'un mort est sacrée et que la dépouille d'un défunt est sacrée. On ne fait pas n'importe quoi avec. Mais lui, il a voulu créer sur le même modèle français sans se tenir à ce qu'est réellement la tradition ancestrale d'Haïti. Il a voulu créer un panthéon. Et pour cela, il fallait évidemment, on ne crée pas un panthéon vide. Donc, il a voulu mettre des grands hommes du pays dans ce panthéon. Donc, le musée national ça s'appelle j'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, il a voulu créer ce panthéon. Et... seulement, il a déplacé les dépouilles. On lui dira, ouais, mais il n'a même pas fait une cérémonie pour demander l'autorisation. Il n'a pas après fait une cérémonie de pardon. Et donc, dans ce fameux panthéon, peut-être aussi inspiré par une certaine organisation géométrique du lieu, issue de traditions peut-être occidentales, les ancêtres qui étaient enterrés qu'il a déplacés et installés se sont sentis entravés et ils étaient vent debout et ils ont demandé à ce qu'ils s'en aillent. Et donc le pays était dans une telle agitation, c'est ce que nous découvrons, qu'il ne pouvait plus se maintenir au pouvoir. Alors justement, on a encore là, elle nous a fait parvenir un mail à ton intention, donc c'est Nathalie. Oui. Nathalie Jacobi-Coali. Donc elle te dit que le livre est très intéressant et captivant et que ce livre suscite beaucoup d'interrogations et peut même bousculer nos certitudes. Alors, après la lecture de ce livre, j'aurai plusieurs questions à te soumettre. Oui. Alors, la première est la suivante. Les personnes au pouvoir en Haïti sont-elles réceptives aux recommandations de Jean-Louis Nicolas sur la demande des Laos pour éviter l'accomplissement des prédictions futures? Alors, c'est tout le problème. Parce qu'en réalité, ce journaliste, moi, vous avez vu dans le roman, je me fonds dans la peau de Jean Nicolas.
il se trouve que c'est quand même un journaliste qui est très connu et qui est très respecté. C'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers. C'est aussi un historien et qui s'est retrouvé au gouvernement de René Préval. Et quand René Préval devient président, il lui souffle que, oui, il y a cette affaire quand même, mais il faut ranger, faut respecter ses recommandations parce que sans quoi, on a la menace d'un tremblement de terre. Et lui, il a pris ça un peu du haut de la jambe. Et quand le tremblement de terre s'est réalisé, je pense qu'il a un peu revu sa copie, mais c'était trop tard. Ouais. C'était trop tard. Ensuite, vous avez des personnes qui se réclament ouvertement protestants. Et vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que il y a des croisades permanente contre les vaudouisants. Donc on va brûler des objets sacrés, on va brûler des péristyles, on va brûler des hommes forts. Les hommes forts, ce sont des temples sacrés, des lieux sacrés. Ils vont même à faire des grands rassemblements, des grandes cérémonies d'évangélisation sur le lieu où a eu lieu la cérémonie de bois caïman. Donc c'est un lieu sacré. Voilà. Et tout ça en pure perte, parce qu'en fait, la pensée symbolique d'un peuple ne disparaît jamais. Donc, voilà. Mais, pour vous répondre, en réalité, il n'y a pas cette prise de conscience. Et c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des problèmes, des scandales financiers, Petro-Caribé, il y a de la délation, il y a des phénomènes de gang. On dit que certains politiques y seraient associés, il y a l'histoire du trafic de drogue, enfin voilà. Et comme l'échéance, c'est 2022 pour la présidentielle, tout le monde essaie déjà un peu de se placer en disant qu'il faut que Jovenel Moïse, le président actuel, s'en aille. Et bon, voilà, ils sont dans leurs petites préoccupations. On pourrait comparer cette situation à la situation de Saint-Pierre en 1902, où on maintient la population sur place, sachant qu'il y a la menace d'une éruption volcanique, on maintient la population sur place parce qu'il y a une élection et qu'il faut absolument que les gens votent. Vous voyez ? Et c'est ça. Ils sont dans leurs préoccupations, dans leur petit monde. Et à part certaines personnes, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, le premier lieu sacré, vraiment, c'est l'hôtel de la Patrie. C'était un lieu qui était vraiment délaissé, où les gens allaient faire leurs besoins et tout. C'est pour vous dire le respect qu'ils avaient, la conscience qu'ils avaient de l'importance de ce lieu. Mais il y a des initiatives privées où les gens vont nettoyer parce qu'ils ont conscience qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut dire aussi que les vaudouisants ont pris leurs responsabilités depuis 2 ans déjà. Et l'année dernière, ils ont fait une cérémonie pour replacer un certain nombre de choses pour protéger le pays. Voilà. Je pense que ça avait été prédit, ça. Oui, bien sûr. Alors, la deuxième question de Nathalie. Alors, il ressort du livre que selon la religion vaudou, une personne se réincarnerait 16 fois. Oui. Cependant, selon les prédictions des lois, il est indiqué que les morts allaient reprendre le pouvoir après le départ de Jean-Claude Duvalier. De sorte que ma question est la suivante. Par la mort, les lois voulaient-ils parler des personnes réincarnées ? Eh bien, en fait, on peut le penser, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un lien quand même de parenté entre ceux qui ont gouverné le siècle d'avant et ceux qui ont été amenés à gouverner après. C'est vrai. Juste une petite précision. Le vaudou, ce n'est pas une religion, en fait. C'est une spiritualité. Il faut faire la différence entre une religion et la spiritualité. La religion, c'est un projet politique par lequel qui sert d'instrument de domination des autres. D'accord ? Et on impose sa vision à tout le monde de façon manichéenne, en fait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous n'avez pas le vrai Dieu, etc., etc. Donc, on utilise cela pour partir à la conquête du monde. Vous voyez, ce qu'on fait, les paroles qu'on prête à Jésus, faites des témoins par-delà le monde. Voilà. Donc, c'est un projet de conquête. Tandis que la spiritualité, c'est un projet de civilisation. La spiritualité repose sur l'existence d'un ancêtre primordial que toute la communauté reconnaît. Mais si ce n'est pas votre ancêtre,
je ne vois pas ce que vous voulez faire. Un Néerlandais qui aurait la prétention de dire qu'il réclame, par exemple, le royaume Congo. Non, ce ne sont pas vos ancêtres. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas de phénomène de conversion aussi. Vous voyez, il n'y a pas de phénomène de conversion parce qu'il faut vraiment que ce soit votre ancêtre, que ce soit vos ancêtres et que vous vous inscriviez dans cette spiritualité, dans cette connexion avec les ancêtres, avec vos ancêtres personnels, pour pouvoir être vraiment dans cette pratique. Voilà. Tandis que la religion, eh bien, c'est un système de conversion, même si ce ne sont pas vos ancêtres, mais il y a une doctrine qui vous est inculquée et devant laquelle vous vous inclinez. Voilà. Donc on va quand même reparler du livre. Donc c'est Jean-Luc Duvial a écrit Le secret de Bébé Doc. Oui. Donc le livre que je montre. Prédiction et prophétie sur la perle des Antilles. C'est un roman et justement qui est disponible. On va mettre le lien tout à l'heure pour que vous puissiez effectivement le noter. Vous pourrez le trouver aussi sur Facebook. Donc vous voyez, https://editionsecola.biz/shop. Donc vous pouvez aussi aller sur le Facebook de Jean-Luc. Donc vous tapez sur Facebook Jean-Luc Duvial Hamlet et vous aurez les explications justement sur ses recherches. Et il y a encore en ligne son live qu'il avait fait le 27 mai. Le 27 mai, oui, tout à fait. Où, il explique un petit peu le livre et aussi on revient toujours sur le Roshikam. Absolument, parce qu'en fait cela touche des aspects. Je ne sais pas si certains... Bon, c'est vrai qu'on a été... éduqués dans une image misérabiliste d'Haïti. Mais il faut savoir que Haïti, c'est l'Égypte sous nos yeux. Parce que, tant du point de vue de la langue, vous voyez le drapeau, vous voyez les traditions. Par exemple, la fête Makaya qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et qui se poursuit au mois de décembre. Bien, cette fête-là, c'est une fête authentique, fête égyptienne, ça s'appelait dans le temps la fête de Koyak ou la fête de Kouak. Et nous la pratiquons aussi parce qu'elle est liée à la notion de bain des marées, de nettoyer la maison avec des feuilles et tout ça. C'est la fête Makaya. C'est une ancienne tradition qu'on retrouve, on retrouve la trace dans l'Égypte. Ensuite, vous avez la façon... L'Égypte est fondée... vous avez la Haute et la Basse Égypte, c'est 44 noms. Donc vous en avez 22 en Basse Égypte, 22 en Haute Égypte. Les noms, ce sont des provinces, ce sont des unités administratives du pays. Mais chaque unité administrative a son ancêtre, a donc son loi qui le représente. Et tous ces ancêtres divinisés siègent comme assesseurs au tribunal d'Osiris. Quand on parle du panthéon vaudou, Haïti, c'est 21 départements, 21 provinces qui sont fédérées. Chaque province est représentée par un loi et ce loi siège dans le panthéon vaudou et il y en a un supplémentaire qui fait 22. Voilà. Alors, Nathalie te pose encore des questions. Elle est passionnée. Elle te dit qu'il apparaît du livre qu'une personne se réincarnerait dans sa famille car elle serait un ancêtre. Par conséquent, la réincarnation dont les 16 ne peuvent se faire est-ce que les 16 peuvent se faire que dans cette même branche familiale? Alors, ça, je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Bon, il s'avère que certains témoignent que, oui, effectivement, il y a cette relation dans la famille. Bon, en tout cas, il faut savoir que dans la tradition africaine, en tout cas, quand un enfant qui naît est considéré comme un ancêtre qui revient. Ça, c'est clair. La réincarnation, on ne le sait pas forcément, mais la réincarnation, c'est un concept africain. On le retrouve beaucoup en Inde, on n'en parle pas au sujet de l'Afrique. Or, c'est une perception de l'immortalité de l'âme qui est née sur le continent africain. Et les Égyptiens étaient dans ces aspects, ils étaient dans ces considérations. Et donc, l'idée, c'est de questionner l'invisible pour savoir qui est cet ancêtre qui revient, afin de fournir à ce jeune enfant, ce petit bébé très tôt, tous les éléments dont il a besoin pour poursuivre cette mission qu'il avait commencé dans une vie précédente et qu'il va devoir poursuivre avec encore des éléments supplémentaires à ajouter. Alors, c'est sa dernière question. Donc, selon la prophétie des lois,
la porte entre l'invisible et le visible ne serait plus fermée, ce qui permettrait aux morts de revenir indéfiniment. Mais qu'est-ce que cela sous-entend exactement pour Haïti ? Eh bien, cela signifie que le pays n'est pas protégé. Il faut comprendre que quand la cérémonie de bois caïman a lieu, ce n'est pas une simple cérémonie pour galvaniser les troupes, pour leur donner la force nécessaire pour affronter l'armée napoléonienne. C'est aussi un acte de fondation du pays. Et cet acte de fondation du pays est de même nature que l'acte posé par un pharaon qu'on appelle Narmer, qui passe pour l'unificateur de la Haute et de la Basse-Égypte. Le rituel qu'il fait pour fonder la Haute et la Basse-Égypte en tant que pays unique, double pays, c'est le même qui a été fait à Bois Caïman. Et donc, alors là, je crois que j'ai perdu le fil, je m'en excuse. En tout cas, c'est... Oui, justement. Si on pouvait reprendre la question. Non, comme elle disait que, comme tu disais, le pays n'est pas protégé parce qu'on parle des morts qui vont revenir au pouvoir. Donc, ils ont posé des actes. Effectivement, cette fameuse palette du roi Narmer a été enterrée. Normalement, elle n'aurait jamais dû réapparaître à la vue des hommes. L'Égypte organisait son pays et posait ce qu'on appelle des bornes pour protéger le pays. Voilà, pour le protéger de toute attaque. Et Haïti, les pères fondateurs ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Ils ont posé des bornes pour combattre justement les forces mystiques des autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle un égrégore. Voilà. Et donc, le fait que le cercle soit ouvert, eh bien, Haïti est exposé. À tel titre que certains considèrent que quand un président est conscient de l'importance des actes posés par les pères de la nation, c'est-à-dire les bornes posées et tout, et qu'il veille sur cette protection du pays, eh bien Haïti émerge, Haïti est prospère, mais à partir du moment où on tombe sur un président qui n'est pas conscient de tout cela et qui néglige ces aspects, parce que souvent aussi quand les gens ont besoin de faire des projets immobiliers, ils n'hésitent pas à raser certains endroits où il y avait ces formes de protection, eh bien le pays déguste et ils expliquent que deux phénomènes par cette négligence de ces éléments mis pour protéger le pays. Ils expliquent que si Haïti a été envahi en 1915 par les Américains, c'est justement par négligence de ces bornes. Ensuite, ils disent aussi que si la MINUSTAH est revenue en Haïti et pendant la période de la gouvernance de René Préval et qu'elle a pu rester aussi longtemps dans le pays, c'est justement parce que le pays n'était pas protégé et qu'il est impératif aujourd'hui de faire en sorte que ce pays soit protégé parce qu'il doit émerger. Mais nous savons qu'ils ont annoncé ce renouveau. Justement, alors on le redit, donc pour pouvoir effectivement comprendre tout le décattement de ce que vous êtes en train d'entendre, s'il est bien de vous procurer ce livre, parce qu'il faut savoir que, quand on le disait en début d'émission, quand les Ougons, quand Jean-Claude Duvalier a consulté les Ougons, il avait 21 jours pour quitter le pouvoir, sinon il mourrait. Oui. Finalement, il est parti. Il est parti 21 jours après. Oui. 21 jours après, il est exilé. C'est vrai qu'il est revenu parce qu'on avait même prédit qu'il mourrait d'une crise cardiaque et on sait d'histoire que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai qu'on est focalisé sur ces morts qui reviennent, mais toutes les successions, justement, de présidents qui viennent en pouvoir après Duvalier, parce qu'il y en a eu pas mal, il y en a eu, je pense, 9. Il y en a même une femme. Oui, bien sûr, ils l'avaient annoncé. Et ils avaient annoncé. Ils avaient dit que la femme de Jean-Jacques Dessalines viendrait au pouvoir, elle sortirait de son trou. Ouais. Et Jean-Claude Duvalier n'avait rien compris. En fait, Marie-Pascale, Marie-Claire Pascal, Erta Pascal avait épousé Jean-Jacques Dessalines Ernst Trouillot. Voilà, donc voilà ce trou en question. Ouais, voilà. Et on lui avait dit que c'était Boiron-Canal, le président Boiron-Canal qui revenait au pouvoir
sous l'aspect d'une femme qui sortira de son trou, qui est sortie en touillot, d'accord, qui est sortie en touillot, la femme de Jean-Jacques Dessalines. Et en fait, elle épouse un monsieur Trouillot, justement. Il faut savoir que ce monsieur s'appelait Jean-Jacques Dessalines. Il portait le prénom Jean-Jacques Dessalines, Ernst, et son nom de famille, Trouillot. Donc, et ils ont annoncé qu'elle se retrouverait aussi en prison, ce qui s'est passé, puisqu'elle a passé une nuit en prison par la décision de Jean-Bertrand Aristide, donc on la voit ici. C'était une juriste, elle a procédé, c'est sous sa gouvernance provisoire qu'on a procédé à la révision de la Constitution haïtienne, et à ce moment-là, eh bien, c'est depuis ce moment-là que le mandat du président n'est plus, bon, la présidence à vie, ça avait sauté, mais il ne peut plus renouveler son mandat. Après un premier mandat, il est obligé de s'en aller. S'il veut revenir, il faut qu'il attende. Voilà. C'est un peu comme le modèle américain. Voilà. On comprend qu'il y a des mains étrangères quand même qui ont supervisé tout cela. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu 50 ans de prédiction. Oui. Et est-ce qu'on est arrivé dans tes recherches, est-ce que les 50 ans, on y arrive là? Parce que là, quand on regarde de 86 où il a découvert, on est à 34 ans. Bon, je dois une confidence quand même à tous les lecteurs et à tous nos téléspectateurs. Je parle de quelques éléments sur les 50 premières années, sur les 50 des prédictions qui vont de 1986 à 2036. C'est ça. Mais il faut savoir en réalité qu'ils ont fait des prédictions sur 100 ans. Donc les prédictions partent de 1986 et vont s'arrêter à 2086. Nous ne serons plus là pour le savoir. Mais en tout cas, ils ont été très précis dans ce qu'ils ont dit, c'est clair. On peut sous-entendre qu'Haïti, on va dire avant qu'on puisse voir Haïti fleurir. Je crois qu'ils ont annoncé énormément de choses aussi pour le pays. Moi, ce que je comprends, Haïti doit passer par une certaine forme de catharsis, c'est-à-dire une espèce de purification. C'est-à-dire qu'une fois que tout ceci sera purgé, eh bien, il ne restera plus qu'autre chose. Vous savez, quand on a touché le fond, on ne peut faire autre chose que remonter. Oui. Et je crois que c'est ce qui est annoncé. Quelque chose d'extrêmement positif pour le pays. Et ils ont dit que ce sera le président Lysius Salomon Jeune qui sera de retour. Vous savez, celui qui avait amené la prospérité dans le pays et sous sa gouvernance, une gourde haïtienne valait $50. Vous voyez? Donc, Haïti, il est dit que les ressources d'Haïti remonteront à la surface et que Haïti deviendra un pays prospère à tout jamais. Voilà, sous ce président, Lysius Salomon Jeune, eh bien, Haïti redeviendra, enfin on dit que sa réincarnation, enfin son retour, sera le signe d'une renaissance fondamentale et Haïti sera un pays riche, très prospère. Haïti étonnera le monde. Haïti sera un flambeau pour tous les peuples. Et je crois que déjà sur le point historique, c'est une mine d'or pour les chercheurs, pour les historiens, et qui nous renseigne sur notre propre situation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, ils avaient dit qu'un jour, les ressources d'Haïti remonteraient à la surface. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Haïti a du mercure, Haïti a de l'iridium, Haïti a du platine, Haïti a du cuivre, Haïti a du bauxite, Haïti a du pétrole. Et ils disent que le Venezuela a une réserve de pétrole énorme. Mais s'il faut comparer la réserve de pétrole d'Haïti comparée à celle du Venezuela, eh bien le Venezuela, c'est un mug et à côté, Haïti, c'est une piscine. Vous voyez? Bon, il y a l'iridium. L'iridium s'explique comment? C'est parce qu'on dit qu'une météorite est tombée il y a plusieurs millions d'années dans ce point-là et que la condensation de tous les gaz et de tout ce qu'il y avait autour de cette météorite a fait qu'aujourd'hui, Haïti a des montagnes d'iridium. Et il faut savoir que le coût d'une tonne d'iridium, c'est 45 milliards de dollars. Et en Haïti, on a des montagnes. Donc, c'est un pays riche.
On finira sur ces mots. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Donc, on le rappelle, Jean-Luc Dival Ahmed, dit Jolo, sorti son roman Le secret de Bébé Doc, prédictions et prophéties sur les perles des Antilles. Donc, on vous met encore à l'antenne le lien. Sinon, vous allez sur sa page Facebook où vous pouvez effectivement découvrir les secrets tant décriés que Bébé Doc n'a pas su effectivement respecter. Mais je crois que tous les êtres humains sont un peu comme ça. Je crois que c'est ce que j'allais dire, c'est humain. On peut nous annoncer quelque chose, mais tout en nous pas vrai, nous pas Les grands-parents parlent, mais on n'écoute pas. Et après, on se retrouve devant une réalité. C'est qu'il y a un cycle, il y a un rythme selon lequel évolue le monde. Et il convient de le respecter. On peut le dire, on a été un peu pollués. Oui, c'est vrai. Tout a été fait pour qu'on oublie ces aspects, mais en fait, ils sont là, ils sont bien présents et ils se manifestent. Pas toujours au moment où on aurait souhaité, on aurait aimé comprendre avant afin d'éviter les erreurs, mais voilà. Quand on a écouté pour tonne pour comprendre et comprendre pour agir. Donc, il est 16h56, mais merci d'avoir suivi les ZCL. Merci à toutes ces personnes sur Facebook, bien entendu à Daryl, à Iman, à Madea, bien d'autres qui sont, j'ai noté, à Marie-Laure, à Juliette, à Mercedes, des gens qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on remercie Kevin pour la réalisation et on remercie toutes les chroniqueuses d'avoir joué le jeu. Et merci à toi, Jean-Luc, de nous faire encore nous questionner. Et continue, parce qu'on va te suivre. On va continuer. Merci bien. En tout cas. Et puis, c'est l'heure de la fin, donc restez connectés, pas lagués. Super.